Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Radio Courtoisie dans le libre journal de l'Occident. Il s'agit exceptionnellement d'une émission pré-enregistrée. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du Moyen-Orient. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon camarade François-Xavier Giquel. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Guillaume. Et vous nous parlez d'ailleurs d'Irak, je crois. Absolument. Avec nous pour discuter des événements récents qui ont parcouru le Moyen-Orient, nous avons deux grands spécialistes, deux personnes tout à fait compétentes sur ces sujets-là. Nous avons avec nous Youssef Indy, donc géopolitologue, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. On peut citer dans les ouvrages récents Israël et la guerre mondiale des religions aux éditions Culture et Racines. Bonsoir Youssef Indy et merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, c'est selon. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Et nous avons également avec nous donc Alexandre Goudarzi, qui est chef de mission en Arménie pour SOS Chrétiens d'Orient, également auteur du livre Guerrier de la paix aux éditions du Rocher. Bonsoir Alexandre. Bonjour, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de lier et de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers mois, dernières années au Moyen-Orient. On va parler de la Syrie, on va parler de la Palestine. Ouais, gros programme. De l'Iran. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et ce qui lie un petit peu tous ces événements. Pour faire un petit peu une chronologie rapide, je vais faire une rapide chronologie. Ensuite, je laisserai la parole à François-Xavier s'il veut compléter, et ensuite on donnera la parole aux invités qui nous développeront un petit peu tout ça. J'ai envie de commencer au 7 octobre 2023 avec l'attaque du Hamas envers Israël, donc l'attaque qu'ils ont nommée Déluge d'Al-Aqsa, une attaque qui a fait environ 1500 morts et qui a été suivie très rapidement d'une réponse d'Israël sur Gaza et sur différentes villes de Palestine, et ce qui a conduit à une guerre qui continue encore actuellement aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu encore un rebondissement avant-hier avec des discussions pour un cessez-le-feu. On va voir ça, mais en tout cas, le bilan humain à Gaza aujourd'hui est, je crois, supérieur à 50 000 victimes civiles. Parallèlement à cela, il y a eu des événements également en Syrie, avec un changement de régime assez brutal, qui a commencé en novembre 2024, avec ensuite la chute de Damas et la fuite de Bachar el-Assad en Russie, et l'arrivée au pouvoir de un certain Al-Sharara, dont on va parler, chef du groupe HTC, il me semble, entre autres. Vous allez nous dire ça après. Suite à cela, il y a eu des frappes israéliennes en avril 2024 contre le consulat iranien en Syrie. Il y a eu ensuite, un peu plus tard en avril, l'Iran qui a bombardé Israël. Des échanges de roquettes ont été mis en œuvre. Et ensuite, donc en juin, plus récemment, en juin 2025, une guerre a éclaté plus frontalement entre l'Iran et Israël, avec en arrière-fond le programme nucléaire iranien, dont on va parler également. Voilà pour brosser un petit peu le tableau général. Est-ce que François-Xavier, vous voulez ajouter quelque chose à tout ça ? Oui, alors simplement, je pense que là actuellement on est dans une phase, on va voir un petit peu. En fait, on est dans une phase où à la fois tout se passe et rien ne se passe. C'est-à-dire que déjà, il faut se souvenir aussi le cadre général dans lequel Israël agit. On en reparlera juste après, hein. Mais il faut savoir que juste avant le 7 octobre, Benjamin Netanyahou était mis en cause par une grosse partie de sa population. Il y avait des manifestations massives dans le pays pour demander son départ. Suite au 7 octobre, il a commencé à mener une guerre radicale contre Gaza, qui ensuite s'est transformée par une guerre permanente sur 7 fronts,
Alors, contre le Liban, en Cisjordanie également, qui pourtant n'avait rien fait. Donc ça montre aussi que on accuse beaucoup le Hamas, mais qu'en fait, même le Fatah, quand il faut rien, ils s'en prennent plein la tronche. Contre la Cisjordanie, contre l'Iran, contre la Syrie, contre le Yémen. Donc en fait, voilà, et c'est une guerre permanente qui tourne de manière voilà, continue. Il y a même une blague en Israël, hein, puisque le mariage du fils de Netanyahou est sans cesse décalé, puisque en fonction des nouvelles guerres que Netanyahou déclenche, le mariage de son fils est reporté à chaque fois. Donc on dit que c'est sa mère qui pousse à décaler à Netanyahou à faire des guerres parce qu'elle aime pas sa belle-fille. Et en fait, voilà, on voit qu'on est dans alors, soit une fuite en avant permanente d'Israël, puisque Netanyahou est quand même mis en accusation par le tribunal pénal international, avec un mandat d'arrêt international contre lui, soit politique intérieure, puisqu'il n'a pas envie que la situation retombe et qu'on se pose trop de questions sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, voire pendant le 7 octobre, mais aussi en fait un blanc-seing. Il se rend compte que en fait, plus il y va et moins on lui dit rien. Donc autant y aller, hein. Et la question, c'est pas simplement de savoir est-ce que il se venge d'ennemis de plusieurs décennies, hein, parce que bah, évidemment, tout n'est pas blanc ou tout noir dans la région, hein. L'Iran en premier a quand même déclaré, on en débattra après, mais a quand même déclaré en premier, alors que Israël a des très bonnes relations avec le Shah. Le régime des Mollahs a quand même déclaré en premier que Israël était une tumeur sioniste et que la destruction d'Israël était un objectif politique. Donc, il y a aussi des antagonismes des deux côtés. Mais en fait, où est la limite? Quelle est la limite d'Israël? Est-ce qu'Israël veut simplement détruire totalement le Hamas pour le paralyser pour les 20 prochaines années, le Hezbollah pour les 20 prochaines années, mettre l'Iran à genoux pour qu'il ait plus de force de projection et s'assurer que la Syrie est un État ami comme les autres États des accords d'Abraham? Ou est-ce que Israël veut clairement annexer Gaza dans un but un peu messianique? Est-ce que Israël veut une bande de 5, 10, 20, 50 kilomètres au sud du Liban pour assurer sa sécurité? Est-ce que Israël veut faire chuter le régime des Mollahs? Voilà. C'est plein de questions qu'on peut se poser. Je pense qu'on va avoir pas mal d'éléments de réponse ce soir dans cette émission. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de donner des affirmations claires sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur beaucoup de sujets. Voilà, on sait que le 7 octobre, Benjamin Netanyahou a limogé son responsable des services de renseignement parce qu'il n'était pas normal que les choses n'aient pas été perçues par les services de renseignement. Bon, les guerres qui ont suivi ont démontré que Israël avait des éléments infiltrés aussi bien au cœur même du Hamas qu'au cœur même du Hezbollah, que même à la tête du comité anti-Mossad des gardiens de la Révolution. Donc, au bout d'un moment, comment est-ce que des capteurs n'ont pas pu détecter 1000 mecs avec des deltaplanes à la frontière qui s'apprêtaient à taper sur tous les pourtours de la bande de Gaza? Donc, en fait, c'est plein de questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Mais encore une fois, on n'est pas dans le système d'État. Et je ne sais même pas si la DGSE serait en mesure d'avoir des affirmations claires sur le sujet. Et on est loin d'avoir l'intégralité des éléments de renseignement qu'ils ont. Mais voilà, on va essayer de travailler sur ça ce soir sans aller en prison. Tout à fait. J'ai envie de commencer chronologiquement en me tournant vers Youssef Indy. Bon, j'ai commencé ma chronologie au 7 octobre. Évidemment, la guerre qui oppose Israël et la Palestine remonte bien avant cela. Est-ce que vous voulez nous dire ce qui a déclenché le 7 octobre, peut-être, et nous faire un petit peu le déroulé des événements, nous expliquer les enjeux du 7 octobre et comment cette attaque a-t-elle pu avoir lieu et quels étaient les belligérants et peut-être les co-belligérants dans cette histoire. Oui, alors c'est justement cela le problème, c'est qu'on débute très souvent la chronologie, en tout cas dans les grands médias, au 7 octobre 2023, comme s'il y avait strictement rien avant le 7 octobre. Le 6, le 5, le 4, il y a eu d'autres événements dans les années précédentes et même les mois qui ont précédé, il y a eu des événements qui ont
je vais faire attention à ce que je dis, qui ont eu pour conséquence cette attaque du Hamas le 7 octobre. Bon, déjà, le nom de cette attaque, c'est Déluge d'Al-Aqsa. Parce que il y a, et d'ailleurs même sur le drapeau du Hamas, on voit que la mosquée Al-Aqsa est au centre des préoccupations du Hamas, et pas seulement du Hamas, ça remonte aux années 20. Déjà dans les années 20, à partir de 1928, il y a eu une révolte des Palestiniens suite à des provocations des sionistes près de la mosquée d'Al-Aqsa, et devant ce qu'on appelle aujourd'hui le mur occidental, le mur des lamentations. Donc c'est une histoire qui remonte à loin. Quand vous lisez le rapport de 1937, le rapport de la commission Peel britannique, déjà Peel, qui est un haut commissaire britannique, parlait des tensions autour de la mosquée à Al-Aqsa et du danger que faisaient peser les sionistes sur la mosquée Al-Aqsa. En 2023, il y a eu, au mois de mai, je me souviens, des bombardements israéliens sur Gaza. En fait, il faut savoir que depuis 2008, il y a quasiment en moyenne un bombardement, enfin une série de bombardements, une séquence de bombardements annuels sur Gaza, visant, alors quand on vise des personnalités du Hamas, on tue toujours plusieurs centaines de victimes au passage. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. La guerre ne commence pas en octobre 2023, la guerre contre Gaza commence dans la séquence que nous vivons en 2008. Donc il y a le second aspect, les différentes provocations sur l'esplanade des mosquées et dans la mosquée Al-Aqsa. Rappelons juste que oui, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas des spécialistes de l'islam, Oui. je pense que le mot est faible. La mosquée d'Al-Aqsa, oui, c'est le troisième lieu saint de l'islam, dans laquelle le prophète a voyagé en une nuit depuis Médine, et donc Depuis, qui est vraiment un des lieux les plus saints depuis de la la religion Mecque. islamique. Ouais. Depuis la Mecque. Depuis la Mecque, Depuis la pardon. Mecque jusqu'à Jérusalem. Donc Al-Aqsa, c'est lié au terme Al-Quds. Al-Quds, c'est Jérusalem, c'est la Sainte en fait. Et donc il y a eu de nombreuses provocations annuelles, et d'ailleurs ils choisissent souvent les colons accompagnés de l'armée israélienne et des forces de sécurité le mois de Ramadan pour profaner le temple, parce qu'en fait, enfin profaner la mosquée, parce que c'est une véritable profanation, et accompagné de velléités de destruction de la mosquée à Al-Aqsa et de reconstruction du troisième temple. Vous avez une institution officielle qui s'appelle l'Institut pour la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, qui est lié à des ministres israéliens, notamment Ben Gvir, qui est ministre de la Sécurité intérieure. Donc, il y a un double aspect. Il y a l'aspect occupation, parce que Gaza est quand même sous blocus depuis 2007. Il n'y a rien qui rentre et qui sort sans le contrôle israélien. Et d'ailleurs, il y a même des calculs des autorités israéliennes pour faire rentrer suffisamment de calories, je crois 2000 à 3000 calories par personne, pour maintenir les Gazaouis juste au-dessus du niveau de l'eau, si je puis dire. Je me souviens d'être intervenu auprès d'une association francophone et francophile à Gaza au mois de mai 2023, durant les bombardements, et je leur avais dit, et là je terminerai là-dessus, je leur avais dit, il y a un projet israélien mis sur papier, noir sur blanc, notamment en juillet 2014, pendant le bombardement à Gaza, par Moshe Feiglin, qui était le vice-président de la Knesset, du Parlement israélien. Le plan s'appelle My Outline Solution for Gaza. En gros, mon plan, mes solutions pour Gaza. Il disait, je cite de mémoire, il faut bombarder avec une puissance de feu maximale Gaza sans prendre en compte les boucliers humains. Nous devons chasser tous les Gazaouis vers le Sinaï et occuper le Gaza, car Gaza appartient au peuple juif qui l'occupera jusqu'à la fin des temps. Donc ce que l'on voit depuis octobre 2023, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est l'application notamment de ce plan de Moshe Feiglin, mais vous pouvez trouver d'autres sources de ce plan, qui est un plan de nettoyage ethnique et donc de génocide de Gaza. Voilà. D'accord. Désolé pour le couloir. Non, non, Le non, tunnel. justement, c'est bien de contextualiser, parce que, comme vous dites, on commence toujours au 7 octobre, mais en réalité, la guerre a commencé même à la création
l'État d'Israël, et même, je crois, avant même la création de l'État d'Israël, il y avait En déjà... 1928, l'État d'Israël n'avait pas été encore créé. Ce qui était créé, c'est le foyer national juif sous mandat britannique. Voilà. Et l'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948, au soir. Oui, donc finalement, en fait, on pourrait plutôt parler d'une nouvelle phase de cette longue guerre qui a lieu dans cette région et qui a l'air d'être une phase assez déterminante, puisque en effet, les offensives d'Israël sur Gaza sont d'une ampleur inégalée jusqu'à présent. On va juste faire un pont sur la Syrie avant de lier les événements entre eux. Et du coup, je vais demander à Alexandre Goudarzi peut-être de nous décrire ce qui s'est passé en 2024 en Syrie avec l'attaque des rebelles et le changement de régime. Pareil, ce sont des événements sur lesquels on peut remonter un petit peu en amont, puisque la guerre en Syrie a commencé en 2013, si je ne me trompe pas, et finalement, ces récents événements sont l'aboutissement d'une longue guerre, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Alors, elle a commencé en 2011, la guerre, mais c'est SOS Chrétien d'Orient qui est né en 2013 Ah oui. en réaction à la guerre en Syrie. C'est peut-être pourquoi il y a la confusion avec ces deux dates. Mais effectivement, même on pourrait dire que la guerre n'a pas réellement commencé en 2011. Elle avait déjà, dès 82, on avait déjà vu la résurrection, enfin, je veux dire, les résurgences, pardon, la conflictualité avec les frères musulmans qui sont déjà arrivés dans le nord de la Syrie dans les années 30. Et il y a toujours eu en fait cette conflictualité à l'intérieur des différents groupes arabes, on va dire ceux qui sont partisans d'un nationalisme arabe et ceux qui sont pour une politisation en fait de l'islam. Donc il y a eu toujours cette espèce d'hydre à deux têtes, pardon, cette confrontation et on le retrouve en fait sur le terrain politique, sur le terrain militaire, jusqu'à son explosion. On avait vu jusqu'ici que c'était dans l'intérêt de l'Occident en tout cas de soutenir en fait ces nationalismes arabes un petit peu partout où ils se trouvaient et qu'il y a eu un changement, on va dire, de direction, notamment après Chirac, où finalement le printemps arabe a donné naissance à une espèce de poussée islamiste, largement, en tout cas, cautionnée par l'Occident, qui voyait derrière une grande vague démocratique qui portait en fait ceux-là même au pouvoir. Donc c'était assez évidemment assez surprenant. Et pour reprendre en fait le conflit syrien et son évolution, on voit bien en fait que si on reprend vraiment en fait son évolution, on va pas se perdre dans tous les détails, mais euh, on a peut-être un petit peu oublié que pendant toute l'année, pendant toutes ces années, une décennie où les Syriens, l'armée syrienne et ses soutiens à la fois russes et iraniens et toutes les milices chiites qui se sont battus aux côtés de l'armée syrienne pour refouler le djihadisme, qu'il s'agisse de Jabhat al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie, ou de l'État islamique. Eh bien, en fait, on avait vraiment un territoire syrien dans son ensemble qui était complètement vérolé. Dans chaque ville, on avait vu une révolution accoucher de djihadistes internationaux, mais des djihadistes locaux, mais également internationaux, puisque ils avaient ouvert les portes. Je parle de ces djihadistes locaux. Ils avaient ouvert les portes à des djihadistes de l'étranger pour inverser le rapport de force face à l'armée syrienne. Et ce n'est qu'ensuite que les chiites venus d'Afghanistan, d'Iran, enfin bref, que les Iraniens, la République islamique d'Iran, pour sauver le seul État allié, parce que des milices qui se sont formées sur des mouvances populaires, il y en a, mais là je parle d'un État qui très clairement assure une espèce de passerelle entre l'Iran et le Levant, notamment libanais, avec sa force de frappe la plus impressionnante de la planète, à savoir le Hezbollah libanais, et ce moyen de pression toujours sur Israël, eh bien, en fait, c'était d'une importance capitale pour l'Iran de sauver ce qui pouvait être encore sauvé, en tout cas à l'époque. Et donc, tous ces combats sur place ont fermé une à une les différentes poches djihadistes, et ça a été, c'est quelque chose qui a coûté énormément, je veux dire, au peuple syrien. Et on a pu les refouler dans cette zone au nord-ouest de la Syrie qui s'appelle Idlib. Donc, Idlib est devenu une espèce de réservoir à djihadistes internationaux dans lequel ont été massés des combattants du monde entier et évidemment de toutes les zones syriennes, vraiment de l'ensemble du pays.
L'armée syrienne ne voulait pas en rester là, elle aurait souhaité évidemment finir le travail, mais les Turcs, l'armée turque avait érigé à l'intérieur de cette poche, à l'intérieur des postes d'observation, euh, sacralisant, en tout cas protégeant la zone et empêchant toute percée syrienne, toute avancée syrienne et une possibilité en fait d'en finir. Euh, les Turcs ont essayé de parler avec Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a refusé le dialogue parce qu'il ne pouvait pas supporter en fait l'ingérence turque sur le territoire syrien. C'était les fameux accords d'Astana, hein, 2017-2018. Même les Russes et les Iraniens demandaient à Assad d'accepter le dialogue parce que le rapport de force sur ce terrain-là n'était pas du côté de l'armée syrienne ou de l'État syrien plutôt. Et de fait, la situation n'a jamais changé. Comment dire, elle est restée là à pourrir. Et effectivement, quand vous prenez l'état de la Syrie dans son ensemble, après une bonne dizaine d'années d'embargo, de restrictions économiques, comment dire, appuyées, surtout depuis le 17 juin 2020, puisque en 2020, vous aviez vraiment, comment dire, une cessation en fait des activités militaires, de cette guerre ouverte, de cette guerre violente. En fait, le conflit n'était plus que dans la poche d'Idlib et sur les pourtours de la poche d'Idlib. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Mais la guerre économique, l'embargo, le plan César a pris le relais en fait de cette guerre de haute intensité. Et voilà, le pays était moribond. Assad n'a pas su saisir les possibilités, les opportunités bah voilà, je sais pas moi, de renouveler son économie ou en tout cas de lui redonner un petit peu de vie. Alors évidemment, quand on a les puissances du monde entier qui vous affament, quand on peut pas enfin on peut pas redémarrer une économie si on n'a pas d'électricité, on n'a pas, on n'a plus de blé, on peut pas faire de pain. Il manque absolument tout, des médicaments. Les gens sont en train de mourir littéralement de maladies moyenâgeuses qu'on retrouve dans des zones tropicales de la planète. Donc c'est compliqué, mais il est vrai qu'il y a eu quand même des opportunités manquées de la part du président syrien à l'époque. Je pense notamment à toute cette corruption qui n'était pas endiguée. Je pense à cette taxation qui était complètement délirante et qui aurait pu être évitée de gens qui essayaient de se refaire une santé économique dans cette espèce de fausse paix, en fait. Je parle d'après 2020. Et en fait, je crois qu'il y a eu un manque de vigilance à ce niveau-là, et eux, quant à eux, les membres de Hayat al-Sham, évidemment, ça regroupe plein de gens, parce que pour ne citer que eux, il y a d'autres groupuscules djihadistes à leur côté. Eux-mêmes sont issus littéralement de Jabhat al-Nusra, qui avait fusionné avec d'autres groupes islamistes avant de se refaire baptiser Fatah al-Sham. Bon voilà, donc dans cette situation, avec la poussée des Turcs et celle des Israéliens, parce qu'il y a eu cet effet d'aubaine, le fait du 7 octobre 2023, ça va littéralement vider la Syrie de toutes ses forces sécuritaires, notamment chiites, Hezbollahi, libanaises, qui sont obligées de repartir au sud Liban, au moment où les Libanais ont ouvert un front au nord pour essayer de retenir la main qui était lourde d'Israël sur la Palestine, sur Gaza. Vous aviez également le conflit ukrainien qui était déjà en cours depuis déjà 3 ans. Donc en fait, manque d'effectifs russes, manque d'effectifs des milices chiites. Vous avez eu vraiment un vide sécuritaire et puis un ras-le-bol en fait de la population syrienne qui finalement se dit mais pourquoi en fait nous sommes-nous sacrifiés, avons-nous tenu, pourquoi en fait ne sommes-nous pas partis quand l'occasion se présentait à nous il y a déjà quelques années. Enfin, il y a vraiment eu ce sentiment parce que là c'est au-delà de toute considération, de toute opinion. Je recueille celle des gens qu'on entend sur place. Pour eux c'est une vraie trahison. C'est se dire on sait, on a vraiment tout donné, on a envoyé nos fils au combat, on s'est serré la ceinture, on a été humilié, on a perdu. Je veux dire, il y a quand même peut-être l'équivalent de 3 Syriens sur 4 qui a dû changer de logement. On parle de 6 millions de réfugiés. Là, je parle vraiment de gens qui sont sortis du pays. Mais c'est 3 personnes sur 4 qui a dû quitter son logement, qu'il a perdu, énormément de morts, énormément de victimes. Voilà, en fait, une décennie en fait passée sous les décombres. Et au final, vous voyez il n'y a même pas cet espoir de l'après n'est plus, parce que même après, c'est encore pire qu'avant. Les gens regrettaient dans cette période, je veux dire, entre 2020 et 2024, où l'économie nous terminait littéralement de ce que les bombes avaient commencé, de ce que les couteaux, les sabres avaient commencé. L'économie nous finissait au sol, en fait. Donc vous avez vraiment ce sentiment de trahison, de se dire, on a vraiment cru en l'après, et même l'après était plus sombre.
les gens regrettaient l'époque où des bombes leur tombaient sur la figure. Donc, vous pouvez imaginer même la tête des soldats syriens quand ils sont payés $30 par mois et que la veille de l'attaque de Hayat al-Sham, on leur propose une augmentation de 50%, soit de passer de 30 à $45. En fait, c'était terminé. Je veux dire, le pays était moribond. C'était une espèce ouais, de cadavre ambulant. Donc, ça a été, je crois, assez simple pour l'ennemi, en tout cas, enfin pour les membres de El Joulani, de faire fuir l'armée syrienne et de reprendre les villes clés du pays. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de prendre la Syrie dans sa globalité. Ils ne s'attendaient pas à prendre le pouvoir aussi vite. Ils ne s'attendaient pas, en fait, à tenir une administration. Ils ne s'attendaient pas à tenir un pays. On a vu les membres de Hayat al-Sham se comporter un peu comme les talibans qui arrivent pour la première fois à Kaboul depuis le retrait américain, à se prendre en photo devant des culottes dans des vitrines, à découvrir un peu de technologie, en fait, à faire tout un tas de gamineries parce qu'en fait, ils étaient là complètement bloqués dans leur Idlib, peut-être natal, ou en tout cas, faut imaginer, hein, les combattants, ils ont 25 ans, donc ils avaient peut-être moins de 10 ans quand ils ont été, comment dire, enfermés dans cette zone, bloqués derrière avec les militaires turcs et en face l'armée syrienne. Donc, c'est ces gens-là aujourd'hui qui gèrent le pays. Puis on voit bien avec quelles difficultés ils le font. Ils n'ont pas le contrôle ou alors ils ferment les yeux. C'est tout le sujet. On voit ce qui est en train de se passer au-delà des derniers événements, les bombes dans les églises, tous les massacres qu'il y a pu avoir, d'abord avec les Alaouites, ensuite avec les Druzes, et puis les chrétiens le disaient, nous serons le dessert. On sait très bien ce qui nous attend. Et ça rejoint exactement les promesses des premières heures de la Révolution, Alawin al-Tabout ou al-Masirin à Beyrouth. On ne le répétera jamais assez. C'est les Alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth. Et ensuite, élargissez les tombeaux des Alaouites, pardon, pour y jeter aussi les chrétiens. Et on y est. Ils ont tenu leurs promesses. Ils sont cohérents. Ils sont très cohérents. Oui, parce que les Alaouites, donc ce sont cette minorité à laquelle appartenait donc Bachar el-Assad. Et je rappelle aussi donc que les djihadistes dont vous parlez, et lorsque la révolution a éclaté dans les années 2011-2012, ces milices djihadistes qui à l'époque existaient sous la forme de Jabhat el-Nosra nous étaient présentés comme effectivement les rebelles les rebelles de la démocratie, etc., contre le boucher de Damas, Bachar el-Assad. Et notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, Laurent Fabius, parlait donc de Jabhat el-Nosra en nous expliquant que il faisait du très bon boulot. Et donc on a appris par la suite que c'était en fait des milices djihadistes. Aujourd'hui, cette milice donc a fusionné avec d'autres et s'appelle HTC, et c'est à sa tête Al-Joulani, cet homme qui a pris le pouvoir en Syrie aujourd'hui. Alors, vous nous disiez qu'effectivement, ils ont profité de cette aubaine de la guerre d'Israël, qui a affaibli le Hezbollah, etc., qui permettait de maintenir à Idlib ces milices. Est-ce que c'était une volonté d'Israël de faire tomber Bachar el-Assad et d'affaiblir donc les différentes milices et les différents groupes qui pouvaient maintenir HTC à Idlib? Quel est l'intérêt de l'État d'Israël à l'arrivée au pouvoir d'un homme comme Al-Joulani? Je crois, moi, personnellement, qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça avec al-Assad. Si on regarde le parcours de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad, il y a beaucoup de critiques à l'intérieur du monde musulman, même à travers les nationalistes arabes. Je ne parle pas forcément de leurs opposants idéologiques, les islamistes. Bachar al-Assad et son père avant lui, donc Hafez al-Assad, sont martyrisés aujourd'hui parce que alaouites, par beaucoup de sunnites, mais pas uniquement dans une dimension islamiste, comme je l'expliquais, mais aussi sur l'idéologie nationaliste. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des traîtres au nationalisme arabe. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme une espèce de secte qui s'est servi du baasisme, mais pour servir les intérêts de sa propre caste, et qui n'ont jamais servi les intérêts du nationalisme arabe, et encore moins du nationalisme syrien. On leur reproche de ne jamais avoir tiré une seule balle contre Israël, d'avoir vendu le Golan en échange d'une espèce de paix, mais qui disait pas son nom, juste des menaces, des propagandes de à mort Israël, à mort l'Amérique, comme on peut l'entendre. Mais ça, c'est histoire de maintenir les rangs serrés côté syrien et côté arabe de manière plus générale. Les Syriens, en vérité, n'étaient pas dérangeants pour Israël. Ce qui dérange Israël, c'est l'avancée de l'Iran qui se sert d'Israël pour se rapprocher, qui se sert, pardon, de la Syrie
l'Iran qui se sert de la Syrie pour se rapprocher d'Israël. Ça, c'est un problème. Et c'était un problème d'autant plus évident que c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure, Youssef nous l'a bien rappelé, on réécrit pas l'histoire israélo-palestinienne avec le 7 octobre 2023. C'est bien antérieur. Et c'est même bien antérieur avant la date de la création de l'État d'Israël. C'est la même chose avec la Syrie. Le problème syrien, quand on regarde, bon, sans aller même forcément très loin, on se souvient de l'arrivée de Bachar al-Assad, donc en 2000, quand il succède à son père Hafez al-Assad. Dès 2007, avec Nicolas Sarkozy, il y a une espèce de... On crée, comment dire, on crée j'ai oublié le nom de cette organisation, espèce de solidarité pour les pays méditerranéens. Le but de Nicolas Sarkozy, déjà à l'époque, alors que depuis l'assassinat de Rafik Hariri en 2005 au Liban, Chirac, qui était un très bon ami de ce premier ministre libanais, saoudo-libanais, avait véritablement boycotté la Syrie. Il y avait quelque chose de l'ordre du personnel, parce que c'était un véritable ami intime de Jacques Chirac à l'époque. La Turquie également avait tourné le dos à la Syrie, les Français. Enfin, ils avaient vraiment pas beaucoup d'amis dans la région. Les Irakiens étaient déjà en guerre contre les États-Unis depuis 2003. En fait, vraiment, il faut se souvenir qu'en 2005, la Syrie est littéralement isolée sur la scène internationale et on lui reproche d'être le point de chute de djihadistes étrangers qui partent guerroyer contre les Américains en Irak. Donc il faut qu'ils montent patte blanche, qu'ils arrêtent des Occidentaux, qui les mettent dans leur geôle pour montrer aux yeux du monde, regardez, on ne fait pas le sale boulot pour aider les djihadistes en Irak et on se tient à carreau. Mais malgré ça, donc on va continuer cette politique de séduction. Sarkozy essaye d'isoler la Syrie de l'Iran. Parce que c'est ça, en fait, le fond du problème. Et on le voit dans bien des spécialistes qui ont pu parler de la question au Moyen-Orient. Quant à la question même du nucléaire militaire, c'est un prétexte, même si ça représente évidemment un danger pour le bien du monde et pour Israël en tête, de se dire, OK, il y a quand même un pays qui est tenu par un clergé chiite, révolutionnaire, voire fanatique, qui projette d'avoir la bombe nucléaire. En tout cas, c'est pas ce que forcément disent les Iraniens, mais c'est ce que disent beaucoup d'autres. Donc évidemment, on peut comprendre. Mais le véritable problème, et on le voit dans dans toute l'évolution du conflit, la tête finale, c'est l'Iran. Donc ça a toujours été en fait le bouquet final. C'est ce qu'on se réserve pour la fin. Donc l'Iran est une pieuvre. D'abord, on casse on coupe les tentacules. Et la Syrie était un pays qui était jusqu'ici, qui n'était pas problématique pour Israël. Mais plus le conflit en fait avançait, plus les Iraniens, avec leurs milices, avec leurs militaires, prenaient de la place en Syrie. Et je crois, moi, mais c'est mon avis personnel, que l'Iran, dans sa politique à elle, n'a pas été prudente en fait. Ils n'ont pas été prudents, ils se sont trop engouffrés en Syrie. Ils ont toujours tenu historiquement, les Iraniens, les Iraniens chiites d'autant plus, ont toujours été forts des faiblesses du monde arabe sunnite. Depuis la chute du califat, il n'y a pas d'unité arabe, ni à travers les détenteurs du nationalisme arabe. Il y a chaque pays arabe qui se veut le porte-drapeau de la guerre, de la lutte contre l'injustice israélienne. Un jour, c'est les Syriens, c'est les Égyptiens avant eux, et les Irakiens, et puis un petit peu les Jordaniens qui se sont mêlés aux différentes attaques groupées à différentes périodes, aux différentes guerres israélo-arabes. Mais vous avez aussi les ennemis idéologiques de ces nationalistes arabes. Ce sont les islamistes. Et les islamistes ne sont pas non plus d'accord entre eux. Vous avez les salafo-fréristes, vous avez les wahhabites. En fait, c'est fort de toutes ces divisions que les chiites ont avancé. Mais jusqu'à un certain point, ils prenaient trop de place en Syrie. Certes, le gouvernement était alawite, qui représentait 10%, mais vous avez la rue arabe. La rue arabe, elle est syrienne. Elle peut être, comment dire, en faveur de l'arrivée de Téhéran à Damas par rapport à un ennemi commun qui s'appelle Daesh. Mais à un moment donné, il y a cette attitude en fait rebelle ou cette volonté, enfin qui s'explique, hein, qui est normale, c'est de rejeter en fait toute influence étrangère. Et les Syriens sont un peuple fier. C'est pareil, la présence russe, ça commence à leur taper sur le système. Ça leur tapait sur le système à l'époque, et la présence iranienne. Et puis pour tout ce que ça représente dans l'imaginaire collectif sunnite, la rue arabe, il faut aller en tenir compte. C'est quand même 65-70% de personnes en Syrie sur 22 millions de personnes. Voilà. D'accord, donc là, ça nous fait le pont avec la guerre qui arrive ensuite entre Iran et Israël, pour le coup, la guerre directe, sans proxy, j'ai envie de dire. Juste avant, j'aimerais avoir le point de vue de Youssef Indy sur la relation qu'entretient Israël avec ses milices telles que HTC, avec Al-Joulani,
puisqu'on sait que Israël envoie ses roquettes sur le Hamas, sur le Hezbollah, mais je ne crois pas savoir que des roquettes soient tombées à Idlib. Comment se fait-il? C'est la grande question. En fait, il faut là encore revenir un peu en arrière, remonter un peu l'historique. Ce qui va précéder la guerre contre la Syrie. Comme l'a dit Alexandre Goudarzi, concrètement, la Syrie de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad, après la guerre de 73, puisqu'il y a quand même eu la guerre de 73, à l'époque, Hafez al-Assad voulait aller au bout de cette guerre, et c'est Sadat qui a fait un virage à 180 degrés et qui a abandonné et la Syrie et les Soviétiques, puisque un an avant la guerre de 73, il avait expulsé d'Égypte, Anwar Sadat, il avait expulsé d'Égypte les conseillers militaires soviétiques. Donc ensuite, il y a eu les négociations, etc., Camp David, 78-79, et l'isolement de la Syrie par rapport aux différents États arabes de la région a commencé. En plus de ça, le Baas syrien est en opposition au Baas irakien. Bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais on voit bien qu'historiquement, il y a eu un soutien apporté aux organisations palestiniennes par l'Égypte. Puis, en fait, Hafez el-Assad prend la suite directe de Nasser, parce qu'en fait, Nasser meurt au moment, je crois, un mois avant l'arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad. Donc, la Syrie se retrouve déjà dans une situation d'isolement avec une amputation de son territoire, le Golan occupé par les Israéliens. Mais les Israéliens ne veulent pas s'arrêter là. En 1999, et donc c'est pour ça que je fais cette historique, en 1996, est publié un document important d'un think tank de différentes personnalités néoconservatrices, un document qui s'appelle Clean Break, c'est-à-dire rupture nette, qui est dirigé par Richard Pearl, qui est un personnage très important aux États-Unis, qui fait le pont entre les États-Unis et Israël. Et en fait, ce document est une proposition faite au nouveau gouvernement de l'époque, en 1996 en Israël, qui est celui de Netanyahou. C'est la première fois que Netanyahou est Premier ministre en Israël. Et que dit ce document? Ce document dit, enfin, il propose un plan qui est à peu près ce qui va commencer à se passer à partir de 2011 en Syrie, à savoir faire éclater la Syrie en différents petits États avec l'aide, et ça c'est très important, il dit avec l'aide de la Turquie. Et donc il dit, le document dit qu'il est dans l'intérêt d'Israël, et ça a été publié même avant ce document de 96, puisqu'il y avait le fameux document de Oded Yinon de 1982 qu'il a produit par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien qui propose l'éclatement de tous les pays arabo-musulmans, même musulmans, du Maroc au Pakistan, selon des fractures confessionnelles et religieuses, et surtout les États qui sont autour d'Israël. Donc le Liban, bien sûr, la Syrie, l'Irak et même l'Arabie saoudite. On y reviendra peut-être plus tard. Ça paraît contradictoire. Bref, donc les Israéliens veulent l'éclatement de la Syrie, alors que les Syriens, il y a eu des propositions de paix entre Hafez el-Assad puis ensuite Bachar el-Assad dans les années, fin des années 90 et début des années 2000. Et ça, c'est rapporté par Walt et Marsheimer. Donc il y a des propositions de paix, des négociations secrètes. Et ce qui a frappé un certain nombre de conseillers israéliens, c'est que Ariel Sharon refusait systématiquement les discussions de paix avec les Syriens. Parce que le projet, déjà depuis l'époque, c'était aussi d'abattre la Syrie après l'Irak de Saddam Hussein. Puisqu'ils accusaient les Syriens au début des années 2000, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu les armes de destruction massive irakiennes. Ce n'est pas une information qui vient des États-Unis, mais c'est le Mossad qui transmettait cet intox aux États-Unis. Et ensuite, on a accusé Bachar el-Assad d'abriter les armes de destruction massive irakiennes sur le sol syrien. On ne les a pas trouvées en Irak parce qu'elles sont en fait cachées en Syrie. Et à partir de 2004, donc là on est toujours sous l'administration de George W. Bush qui a détruit la Syrie, à partir de 2004, on commence à imposer des sanctions économiques à la Syrie. C'est-à-dire que les sanctions de 2019-2020, le César Act, c'est la phase finale de l'étouffement économique de la Syrie par les États-Unis à la demande des Israéliens. Et ça, c'est même plus Stephen Walt et John Mearsheimer qui le disent.
Maintenant, c'est devenu quasiment le discours officiel d'un certain nombre de Trumpistes, et même de gens qui ne sont pas Trumpistes, comme Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, qui n'est pas n'importe qui a été un conseiller des États-Unis à l'ONU et d'anciens pays du bloc soviétique, Tucker Carlson, etc. Donc maintenant, on le sait, c'est dit ouvertement, Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien, le lobby pro-israélien, depuis 30 ans, militent pour la destruction de tous ces pays-là, y compris l'Iran. Et à partir de 2011, pour que nos auditeurs comprennent qu'il y a une continuité, malgré la différence des différentes administrations, à partir de 2011, on est sous Obama. Et à partir de 2011, il y a un plan de financement de la déstabilisation de la Syrie qui s'appelle Timber Sycamore. C'est un plan officiel de l'administration Obama. On injecte 1 milliard de dollars par an pour financer les groupes terroristes appelés rebelles, à partir de 2011, pour faire éclater la Syrie. Et en fait, Jolani, qui arrive en bout de course, est un ancien cadre d'Al-Nosra, ancien cadre de Daesh, et chef de Hayat Tahrir al-Sham, ce qu'on appelle HTC. Donc en fait, Jolani, qui arrive au pouvoir, c'est l'homme des Américains et indirectement des Israéliens. Je rappelle aussi qu'à partir de 2012, Israël bombarde de façon régulière. Il y a eu plus de 250 et même plus de 300, j'ai arrêté de compter. Déjà, il y a 5-6 ans, on était à 250 raids israéliens contre la Syrie. Chaque fois que les groupes terroristes étaient en difficulté en Syrie, ils recevaient une aide de l'armée israélienne qui venait frapper les positions de l'armée syrienne. Et ce n'est pas un hasard si Jolani, quand il arrive au pouvoir, et ses hommes envoient quasiment des lettres d'amour aux Israéliens dès qu'ils arrivent au pouvoir, en disant non, nous ne vous voulons pas de mal, alors que les Israéliens continuent à bombarder la Syrie. En fait, ils bombardent et ils frappent les réserves d'armes et de munitions syriennes. Je rappelle que ça a été rapporté notamment par Haaretz. Quand Donald Trump, en 2018, ferme une antenne de la CIA en Jordanie qui finance et arme des groupes terroristes dans le Golan qui font tampon entre le Hezbollah, l'armée syrienne et l'armée israélienne, quand il ferme cette antenne, qui est-ce qui prend le relais? Ce sont les Israéliens. Ils sont contraints, pour la première fois, là ça leur fait un peu mal, de mettre la main à la poche. Et donc de financer ces groupes terroristes et de les armer pour qu'ils fassent le tampon entre eux et le Hezbollah, en plus des soins qu'ils leur apportent. Et on avait des militants d'Al-Nosra, des combattants d'Al-Nosra qui se faisaient soigner dans les hôpitaux israéliens, notamment à Safed, et qui même recevaient la visite de Benjamin Netanyahou. Comme c'est gentil. Voilà. D'accord, donc en fait, ce sont un petit peu les idiots utiles, en quelque sorte, d'Israël pour déstabiliser la Syrie. Et alors, donc, Israël lui-même, si je comprends bien ce que vous dites, suivent un plan américain. Alors, quel contraire. C'est les Américains qui suivent un plan israélien, parce que le plan validé par George W. Bush en 2002, qui s'appelle The Greater Middle East Initiative, et ça c'est un plan tout à fait officiel, qui parle en fait d'un remodelage du Grand Moyen-Orient élargi, parce que pour les Américains, le Moyen-Orient, c'est du Maroc au Pakistan. oui, c'est grand. Et en fait, ce plan-là est un copier-coller du plan dont je vous ai parlé, le plan Oded Yinon, plan israélien de D'accord. 1982. En fait, il y a un plan qui est actualisé. D'abord, c'était Ben Gourion dans les années 50, ça concernait le Liban. Puis ensuite, ils ont élargi, 1982. Puis vous avez eu Clean Break en 1996. Puis vous avez eu en 2002 The Greater Middle East Initiative. Puis vous avez eu en 2006 le plan de Ralph Peters. C'est toujours le même plan, mais actualisé. Puis vous avez eu, en septembre 2013, un nouveau plan publié dans le New York Times. Pour ceux qui ne savent pas, le New York Times, c'est une annexe de la CIA. Hein. Donc quand vous lisez quelque chose dans le New York Times, c'est la CIA qui vous parle, ou les renseignements américains qui vous parlent. Ce plan s'appelait Comment faire de 5 pays 14 pays, 14 États. Et en fait, ça reprenait encore ces différents plans que je vous ai énumérés, et vous aviez, là c'était vraiment très frappant, on était en 2013, vous aviez la carte du Proche-Orient, et vous aviez à cheval sur la Syrie et l'Irak un État qui s'appelait le Sunnistan. Et à peu près 6 mois plus tard, en 2014, vous aviez l'apparition sous la forme d'État, puisqu'il existait déjà avant, de Daesh
exactement dans cette limite qu'on avait sur la carte du New York Times l'année précédente, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Parce que Daesh, c'est quoi? C'est Dawlat Islamiyya fil Iraq wa Sham. C'est l'État islamique en Irak et dans le Cham. Et ça correspondait à cette carte de New York Times. Et donc, et là aujourd'hui, vous avez les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham qui sont au pouvoir à Damas, ce qui a permis à Israël d'élargir encore son occupation du territoire syrien. Ils sont allés au-delà du Golan qu'ils occupaient. Voilà. Pour, D'accord. Juste avant de poursuivre sur ce sujet, on va écouter un bobino et on revient juste après. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Et chers auditeurs, nous sommes toujours dans le Libre Journal de l'Occident en compagnie de Youssef Indy et Alexandre Goudarzi pour faire un petit peu le bilan des différentes guerres qui ont cours en ce moment même au Moyen-Orient. Youssef Indy, vous nous parliez donc du plan appliqué par Israël dans la région avec l'aide des États-Unis. Alors la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, Alexandre et Youssef, c'est quels sont les intérêts des États-Unis à aider Israël à poursuivre ses objectifs finalement, que ce soit en Syrie, que ce soit même en Palestine. Alexandre, tu veux enchaîner ou je... Non, mais moi, j'aurais répondu comme ça, spontanément, j'aurais répondu qu'il y avait aussi une très grande logique assez enfin, messianique, voilà, mais je pense que c'est plus ton domaine, donc je te laisserai répondre. D'accord. Alors, si on parle des intérêts géopolitiques, il faut bien noter que les intérêts d'Israël et des États-Unis ne convergent pas toujours. Si on prend par exemple en 2012 déjà, Zbigniew Brzezinski faisait une déclaration publique en disant nous les Américains, nous ne devons pas être les mules d'Israël qui les accompagnons dans toutes les guerres qu'ils déclenchent. Parfois leurs intérêts convergent et parfois leurs intérêts divergent. D'où le livre de Stephen Walt et John Mearsheimer, professeur à l'université de Chicago et professeur à l'université d'Harvard, en disant mais on n'a jamais eu dans notre histoire un lobby, à savoir le lobby pro-israélien, qui a entraîné les États-Unis aussi loin contre les intérêts des États-Unis. Donc, là, il peut y avoir effectivement des intérêts qui convergent, mais là, pour ce qui est du Proche-Orient, c'est-à-dire semer le chaos, dépenser des milliers de milliards de dollars pour détruire ces pays, pour les occuper militairement, c'est totalement contre-productif du point de vue des Américains. Parce que même si effectivement il y a un messianisme américain qui est depuis environ un siècle, depuis Woodrow Wilson, qui vise à apporter le libéralisme au monde entier et imposer un ordre libéral au monde entier. Ça, c'est tout à fait clair. Mais le problème, c'est que la stratégie israélienne et les intérêts des Israéliens au Proche-Orient éloignent les États-Unis de la domination universelle parce qu'ils épuisent les États-Unis militairement et économiquement au Proche-Orient. Alors que, je vous donne un exemple, on nous a dit que le lobby pétrolier a conduit les États-Unis dans des guerres au Proche-Orient. C'est absolument faux. Le lobby pétrolier aux États-Unis a milité durant toutes les années 90. Je dis les années 90 parce que c'est vraiment la période de sanctions et contre l'Irak, contre l'Iran et la préparation des guerres. Durant cette décennie 90, le lobby pétrolier a milité contre les sanctions. Ce que voulait le lobby pétrolier, c'était lever les sanctions contre l'Irak. Par exemple, en 1993-94, vous aviez la société pétrolière Conoco, société américaine, qui était en passe de signer un contrat avec l'Iran pour exploiter le pétrole iranien. Donc les Iraniens étaient tout à fait prêts à travailler avec les Américains. Mais le lobby pro-israélien, AIPAC et le Congrès juif mondial
euh, présidé par Bronfman à l'époque, s'y est opposé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président Clinton qui dit que c'est Bronfman et l'AIPAC, Congrès juif mondial et l'AIPAC, qui se sont opposés à ce contrat-là. Et donc qui ont contraint Bill Clinton à émettre une loi interdisant non seulement cet accord, mais aussi tout accord entre les sociétés américaines et des sociétés iraniennes. Donc vous voyez que les intérêts ne convergent pas toujours. Donc les sociétés américaines, elles, étaient tout à fait prêtes à travailler avec des pays comme l'Iran et à lever les sanctions sur l'Irak pour... Parce que je veux dire, Saddam Hussein, on aurait proposé à Saddam Hussein de lever les sanctions et de travailler avec lui et d'exploiter le pétrole irakien, il aurait été tout à fait d'accord. Ceux qui ont milité pour la guerre contre l'Irak et qui a conduit à 1 million de morts et au désastre au Proche-Orient, il faut le dire, c'est le lobby pro-israélien. Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, Netanyahou en tête, mais toujours le lobby, qui militent pour une guerre contre l'Iran. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut répéter. D'accord, ouais, c'est pour ça que pas mal de gens avaient mis certains espoirs en Donald Trump qui s'était présenté comme le candidat de America First donc avec un programme isolationniste. On sait qu'il avait retiré un certain nombre d'unités américaines du Moyen-Orient et du coup certains s'étaient dit ça y est, les États-Unis vont peut-être rentrer dans une nouvelle phase. Et puis La question finalement, israélienne, je pense qu'on ne s'est jamais vraiment trop fait de. On s'est jamais trop fait. Au contraire, je pense qu'il va plus loin que ce qu'on pouvait espérer bah oui, j'ai vu que dans le bon Benjamin esprit. Netanyahou a proposé que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'on ne s'est jamais trop fait d'illusions, parce qu'America First, ça a toujours été America First, except for Israel. Il a quand même toujours dit en effet qu'il était isolationniste, qu'il voulait cesser les guerres, retirer les soldats du nord-est syrien, à part autour des puits de pétrole évidemment, et éviter le maximum de conflits possibles. Mais en même temps, il a quand même dit dès son premier mandat que sa priorité était de ramener l'ambassade américaine à Jérusalem et de faire en sorte que tous les autres pays occidentaux le suivent et d'assurer Israël d'un soutien plein et entier face à l'Iran. Et ça, c'est juste, moi, pour apporter un petit point supplémentaire sur ce que disait Youssef. Mais il y a aussi une question un peu plus sociologique qu'on commence à comprendre chez nous, parce que les bêtises messianiques commencent à arriver chez nous. Mais ça, on ne l'avait pas chez nous avant. Aux États-Unis, c'est historique et religieux. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les protestants, ça c'est un truc qu'on ne connaît pas trop chez les catholiques. Au contraire, historiquement, chez les catholiques, on n'a pas été du tout dans cette doctrine-là. Chez les protestants, ils sont dans une optique de c'est le peuple élu, c'est écrit dans le bouquin. Donc, qui sommes-nous pour juger? On va servir le peuple juif jusqu'à la fin des temps, et ensuite Dieu triera le bon grain de l'ivraie. Et ça, c'est un truc que répètent les protestants quand même de manière assez importante. D'ailleurs, c'est Tucker Carlson qui, il y a 15 jours, il me semble, 15 jours, 3 semaines, un entretien avec le secrétaire d'État à la Défense américain, qui est un homme d'une finesse absolue, Pete Hegseth, quelque chose comme ça, qui a un fidèle de tatoué sur le biceps, et qui disait, donc, quand Tucker Carlson lui demandait pourquoi en fait ce soutien jusque boutiste à Israël, il disait lui-même, le ministre de la Défense américain, parce que c'est écrit dans la Genèse. Et Ah, non, c'est un autre entretien, c'est avec Ted Cruz, c'est le sénateur Ted Cruz. c'était avec Ted Cruz, Oui, et oui, c'est avec que Ted c'est écrit Cruz. dans la Genèse, Ouais. et il disait, mais il y a marqué quoi dans la Genèse? Il dit, parce que moi je suis Il chrétien aussi. ne Et savait il même pas dit, que c'était dans la Genèse, hein. Il est dit dans la Bible. Et voilà, c'est oui, il a dit Tucker dans le livre, Carlson qui lui dans a la dit que Bible, c'est et c'est dans la Tucker Genèse. Carlson qui dit oui dans la Genèse. Et il dit oui, mais quand vous dites le peuple juif, c'est quoi le peuple juif? C'est le Likoud de Benjamin Netanyahou, c'est le peuple juif mondial, c'est l'État d'Israël tel qu'il est politiquement défini aujourd'hui. Et l'autre, voilà, Ted Cruz ne répondait pas, et était là, en fait, les juifs, point, chut, faites pas chier, c'est Israël. Et donc en fait, il y a vraiment ce point de vue-là. Ensuite, je pense qu'il y a un point de vue complémentaire, et c'est ça qu'on commence à connaître en France, mais qui était assez longtemps, qui existait depuis assez longtemps aux États-Unis. C'est le mythe de la société judéo-chrétienne, qui est peut-être plus vrai aux États-Unis qu'en France, mais culturellement et démographiquement. Démographiquement, c'est un peu vrai. C'est vrai que nos populations, depuis au moins le Moyen Âge, sont mixées, ce qui fait que on a quand même eu des influences les uns sur les autres, et aujourd'hui notamment géopolitiques et culturelles. Et c'est ça qu'on commence à avoir en France aujourd'hui, où la communauté juive en tant que telle n'a pas forcément une influence majeure sur la politique française, à part quand
on a des ministres qui sont issus de cette communauté, mais pas une influence majeure démographiquement, ni sur le poids des votes, etc., mais sur l'imaginaire collectif. Et on le voit en France, en fait, on commence à hériter d'un truc que les États-Unis avaient avant et que nous, on n'avait pas. C'est ce côté Israël est notre bouclier, Israël va nous sauver, c'est le seul peuple occidental de la région, c'est le seul peuple démocratique de la région, c'est des gens comme nous qui vivent entourés de barbares. Et en fait, les gens ont tellement ras-le-bol de l'échec du multiculturalisme français qu'ils projettent leurs problèmes du quotidien sur la question israélo-palestinienne. Donc c'est vraiment, comme on le disait avec Copé, Nicolas qui se fait voler son pain au chocolat à la sortie de l'école et qui va soutenir Israël parce qu'il faut bombarder les musulmans. T'as raison, hein, pardon de te couper, je te rejoins complètement sur ça. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait quand même maintenant quelques années qu'on est dans cette logique-là, en fait. Ouais. Le slogan ni kéfier ni kippa n'est plus depuis, enfin depuis quand même quelques années, hein. Mais enfin, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment ce que tu dis sur cette espèce de ras-le-bol de ce qui se passe à l'intérieur de la France, l'échec du multiculturalisme et par ricochet, en fait, cette orientation d'opinion sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, Ça ça a été importé progressivement avec Sarkozy, vraiment. Et puis ça a coïncidé avec le 11 septembre. Il y a eu le 11 septembre, la guerre en Irak, puis Sarkozy au pouvoir. Et en fait, on a commencé à avoir une infestation. D'ailleurs, c'est un article de Marianne qui parlait du Quai d'Orsay, qui parlait de la petite secte néoconservatrice qui s'est implantée au Quai d'Orsay. Donc il y a eu le Quai d'Orsay, il y a eu au niveau médiatique. Donc en fait, il y a eu un alignement géopolitique de la France avec l'entrée dans l'OTAN, etc., le retour dans le commandement intégré, un alignement de la France sur la politique néoconservatrice américaine, et donc un alignement sur la politique israélienne. Et tout ça s'est accompagné de ce discours, effectivement, qui n'est pas du tout européen à l'origine, judéo-protestant, en fait. Et on parle de judéo-christianisme. Mais ça correspond plus à la culture on va d'abord luthérienne, puis ensuite calviniste, et ensuite avec les différentes sectes issues du calvinisme, et finalement avec ce qu'on appelle l'évangélisme, les évangéliques sionistes, qui sont eux dans un tout autre délire, effectivement, qui est messianique, et qui ont accompagné le mouvement proto-sioniste dès le XVIIe siècle. C'est l'idée, en fait, qu'il faut rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter le retour du Christ. On est très très loin du catholicisme et de l'orthodoxie. Là, on est vraiment on est dans un autre univers mental, dans une autre civilisation même, et donc une autre vision géopolitique. Et en fait, on a importé en France cette vision géopolitique et cette vision religieuse, alors que la France est un pays où justement il y a eu un effondrement religieux. Mais si on regarde dans la société, bon, c'est pas véritablement partagé. Par contre, ça vient du sommet, ça vient pas de la base. Alors qu'aux États-Unis, dans l'histoire anglaise, l'histoire américaine, ça vient vraiment de la base. On a des théologiens, on a des croyants en masse qui partagent cette vision du monde. Alors qu'en France, c'est quelque chose qui est très résiduel. Oui, bah pour compléter ce que vous dites, pour aller dans le même sens, c'est vrai que on peut observer qu'il y a eu un glissement à ce niveau-là, parce que dans les années 50-60, on avait Jules Isaac, qui était un intellectuel juif, une espèce de Bernard-Henri Lévy avant l'heure, qui nous parlait de l'histoire de l'antisémitisme en Europe, et finalement le christianisme était décrit comme étant une sorte de religion qui avait installé l'antisémitisme petit à petit et qui avait abouti au nazisme. C'était l'analyse qui était faite. Et puis petit à petit, effectivement, avec la création de l'État d'Israël, et puis petit à petit les conflits qui se sont révélés au Moyen-Orient, le glissement s'est fait et on est passé de l'Europe traditionnelle, la France traditionnelle antisémite, à ce mythe du judéo-christianisme. Et aujourd'hui, c'est le discours qui domine. Et la droite, qui était la droite nationale particulièrement, qui était diabolisée avant comme étant les représentants de cette France traditionnelle rance et antisémite, aujourd'hui est devenue le phare de l'Occident judéo-chrétien et du soutien à Israël. On voit qu'aujourd'hui, un mouvement comme le Rassemblement national soutient totalement Israël. Jordan Bardella s'est rendu à Tel Aviv récemment avec aussi Marion Maréchal, etc.
Donc effectivement, il y a eu un énorme glissement et même un retournement de concept à ce niveau-là et de vision de l'Occident par rapport à la question d'Israël. On peut revenir sur le conflit ouvert avec l'Iran, donc qui a eu lieu en juin. Euh, Quel a été finalement... alors, on nous a beaucoup parlé de cette histoire de programme nucléaire iranien. Alors, moi, j'y ai vu quand même une ironie déjà dans cette histoire parce que Israël, évidemment, ne souhaite pas... bon, on peut le comprendre que l'Iran développe l'arme nucléaire, mais eux-mêmes, Israël, ne sont pas censés l'avoir, l'arme nucléaire. Et alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que les États-Unis sont venus à la rescousse d'Israël pour faire des frappes en Iran, pour des frappes stratégiques, mais n'ont pas fait de frappe à Tel Aviv. Alors, comment se fait-il? Alexandre, est-ce que vous avez une analyse sur cette question? Je dois vraiment répondre à cette question. Euh, Bah non, mais bon, en fait, je sais pas, mais en gros, enfin, là, Parce de ce qu'on voit qu'officiellement, par rapport. officiellement, ils n'ont pas l'arme nucléaire, je crois, Israël. Mais tout Non, le non, monde puis sait on qu'ils sait l'ont. qu'ils en ont, on sait qu'ils en ont quelques milliers, ils ont quelques milliers de têtes nucléaires. Concernant enfin, l'enquête qui est menée sur le dossier iranien, sur le nucléaire, après, est-ce que ce sont des infos contradictoires? Mais il semblait être dit du côté américain que tout était scrupuleusement respecté, qu'il y avait pas de sujet sur ce point. Donc, je pense que la vérité est ailleurs, en fait. Je crois vraiment que les Israéliens sont dans une logique, parce qu'on a parlé beaucoup là des intérêts américains dans la région, et c'était évidemment fort intéressant. Les Israéliens, eux, je crois qu'ils sont en train de, enfin, ils vont jusqu'au bout d'une logique. Moi, après, indépendamment de toute opinion, voilà, de tout ce qui régit le monde, le Moyen-Orient, les différents antagonismes, se plaçant dans une logique israélienne, c'est facile, enfin, c'est compréhensible en fait leur attitude. Je crois qu'ils sont, il suffit de lire le bouquin qui avait été écrit par un agent du Mossad qui s'appelle Lève-toi et tue le premier. Et ils sont complètement dans cette logique en fait, mais en permanence, mais depuis toujours. Ils vont pas attendre. En fait, quand ils parlent de guerre préventive, alors ça peut nous faire rire, ça prête à sourire. Il y en a même qui en ont fait des sketchs. Mais en fait, ils sont vraiment dans cette logique. Voilà, c'est ça. Je, l'histoire du nucléaire iranien, même à l'époque, Chirac, je me souviens, il avait dit en off, et ça avait fait un tollé à l'époque, il a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait du nucléaire iranien? Si les Iraniens voulaient vraiment avoir le nucléaire et qu'ils l'employaient, ils seraient vitrifiés dans la minute. Donc, est-ce que vraiment l'Iran est peu pragmatique? Est-ce qu'on a affaire à des débiles parce qu'on pense que ce sont des enturbanés à grosse barbe? Je crois que les Iraniens ont montré à travers l'histoire, et je ne parle pas forcément de la civilisation de Perse, je ne parle pas forcément de 3 millions d'histoires. Déjà, c'est peu de choses, enfin, c'est peu de le dire. Il ne faut pas oublier que c'est anecdotique, en fait, 45 ans, 50 ans de République islamique, dans une histoire aussi longue, un État-empire, en fait. Et je crois que les Iraniens, même aujourd'hui, si on peut les prendre pour des débiles religieux et cervelés, je crois qu'en fait, ils ont bien montré que ce sont des gens qui sont capables de pragmatisme. Ce ne sont pas des débiles, ce ne sont pas des crétins qui font péter, par exemple, des écoles maternelles. En fait, ils font pas ça. Enfin, sauf erreur de ma part, hein, sauf erreur de ma part, je crois que l'attentat à la bombe n'est pas le cas, et encore moins exclusif, mais n'est pas le cas des forces chiites assassinées. Enfin, je ne dis pas que de leur implication militaire, il n'existe pas de choses horribles, d'injustices, etc. Mais je ne crois pas que ce soit leur signature que de noyer, enfin de brûler dans un déluge de flammes des gens par milliers, par millions, que ce soit leurs ambitions. Je veux dire, même sur le terrain, euh, ce sont des, ce sont des gens qui sont assez, enfin voilà, enfin qui pratiquent la guérilla et qui n'ont pas, comment dire, pratiqué en tout cas ce qu'on peut reprocher à l'État islamique ou à Al-Qaïda made in USA en fait. Les milices chiites ou enfin la technique de guerre qu'ils ont est propre à leur État et propre à, je sais pas, à leur histoire. Bon, concernant le nucléaire, je saurais pas quoi dire de plus en fait, à part tout ce qu'on voit sur les médias. Moi, je regarde pas les informations. Je suis plus sur les canaux de réinformation, d'information qu'on a sur Internet ici et là. J'ai vu beaucoup d'informations contradictoires et je pense que, en tout cas, l'État d'Israël dans sa dynamique, effectivement, enfin, l'État d'Israël et à la fois la République islamique d'Iran, mais je ne vais pas forcément développer, sauf si on demande. Je crois ils se valent en fait. Ils ont vraiment une logique, enfin, ils ont vraiment une idéologie
qui fait qu'ils ne peuvent pas ne pas aller jusqu'au bout de cette idéologie, sinon ils s'effritent. Côté iranien, on a besoin en fait de l'État d'Israël pour prolonger en fait cette logique révolutionnaire. Quand on regarde comment la révolution islamique s'est faite, le combat contre l'injustice avant le pouvoir illégitime, c'était le Shah d'Iran. Une fois qu'on a balayé le Shah d'Iran, c'est le clergé chiite qui se retrouve à la tête d'un pouvoir qui peut être finalement contesté comme eux jadis contestaient le pouvoir illégitime. Donc il fallait porter la cause et la légitimité, le combat juste à un autre niveau. Et il fallait rassembler les musulmans derrière cette logique révolutionnaire, alors que les chiites sont minoritaires dans un monde musulman majoritairement sunnite. Ils n'avaient aucune chance de fédérer, les États voisins qui non seulement sont sunnites, mais en plus arboraient une idéologie qui est antinomique avec l'islam politique. Saddam, par exemple, incarnait le nationalisme arabe, ou en tout cas irakien. Donc il y a une double antinomie. À la fois ils sont sunnites et à la fois leur idéologie est à des années-lumière en fait de l'islam politique. Donc si vous voulez, il y avait besoin de fédérer sur des éléments qui rassemblent plutôt qu'ils divisent. Et toute la logique révolutionnaire portée sur Israël est dans sa continuité aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas faire machine arrière. Donc, en tout cas, concernant le conflit entre Israël et l'Iran, il y avait, je crois, besoin que pour tous les deux, en fait, ça s'arrête. Je pense que c'était, comment dire, bénéfique tant pour l'Iran que pour Israël que ça s'arrête, parce que les Israéliens, pareil, n'avaient pas forcément tout le dispositif en termes d'arsenal militaire pour capter les missiles, etc. Ils étaient à sec dans les jours qui suivaient et les Américains sont venus leur sauver la mise et on vous présente ça comme une grande déculottée iranienne. Et inversement, les Iraniens fanfaronnent derrière, on a une propagande grossière, alors que les Iraniens ont bien souffert en fait des coups qui leur ont été portés par Israël. Et on a pu voir aussi pas mal de vidéos où on voit que Israël vise délibérément des sites civils, qui ne visent pas uniquement des sites militaires ou des sites d'intelligence. On a peut-être 10 fois plus d'Iraniens qui vivent. Je veux dire, en Iran, on a 90 millions de personnes. En Israël, on en a 8 millions, mais il y a eu combien? Il y a eu 900 morts côté iranien, il n'y en a eu que 30 côté israélien. Donc on voit il y a eu, il y a eu un abus d'un côté et pas de l'autre. En tout cas, les Iraniens sont toujours obligés, je crois, de montrer patte blanche. On marche sur des jeux en permanence. Et Israël, effectivement, se permettra toujours, et de façon éhontée, ce qui n'est pas admissible chez les autres. Donc, je réponds un petit peu à ce que vous disiez par rapport à, tiens, pourquoi l'Iran vient les embêter alors qu'on est uniquement sur la suspicion d'un programme nucléaire. Mais depuis les années 80, on nous raconte ça. Il y a des gens, moi, ça me fait halluciner, ils sont en train de débattre de la question. Ils n'étaient pas nés, moi, déjà gamin, j'entendais ces trucs-là. Et on est tout le temps dans la même rhétorique, ça ne s'arrête jamais. Et on nous a raconté des salades. On avait Colin Powell, pardon, avec une fiole d'urine qui nous expliquait C'est un qu'on avait les acteur armes aussi, un autre acteur. oui, un autre acteur, mais il y en a plein en fait. Il nous explique toujours que c'est là, c'est imminent, c'est maintenant, faut tout bombarder. Et on est tout le temps en train de s'en repentir, dire ah merde, on s'est bien foutu de notre gueule, ah, on nous reprendra plus, on nous y reprendra plus. Et puis en fait, ça marche le scénario d'après, mais il suffit juste d'attendre une décennie. Puis on est là derrière notre écran à regarder comme un match de foot avec nos pop-corn, tiens, la guerre, ah tiens, ils ont pris 3 missiles, là ils en ont balancé 4. Et puis pareil, rebolote pour la guerre d'après. Et ça continue avec l'Iran, c'est le nucléaire. Mais ça fait des décennies qu'on entend ça. Ça fait des décennies. Donc, je suis, moi, personnellement, après ça, c'est mon avis personnel. Je crois que, effectivement, c'est bien de poser les bases de est-ce que les Iraniens ont signé le traité de prolifération ou non du nucléaire et qui sont-ils finalement pour juger de la question du nucléaire iranien, alors que visiblement les États-Unis, les renseignements, de manière générale, l'AIEA a clairement dit qu'ils étaient dans les clous. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire sur le sujet, et je ne pense pas que ça serve à grand-chose, étant donné la façon dont le monde fonctionne. Mais c'est vrai que sur cette idée que l'Iran nous est présenté comme effectivement un pays barbare, etc., qu'on amalgame à l'État islamique, à tout et n'importe quoi, ça fait partie du narratif aussi pour rallier l'opinion occidentale au soutien à Israël, qui est de dire finalement les terroristes qui ont tué des gens au Bataclan, en fait ce sont les mêmes qu'en Iran, nous avons les mêmes ennemis, en gros c'est ça. Alors que... Et après, oui. Et après, pardon, pardon de vous couper, après, il ne faut pas être non plus naïf. Je veux dire, il y a, comment dire, une logique aussi de la part de l'Iran n'a pas de problème à déstabiliser un Occident qui lui paraît
agressif. L'Iran n'aura pas de problème à héberger des membres du Hamas qui, soit dit en passant, est souvent aussi dans le collectif, dans l'imaginaire de pseudo-connaisseurs de la région, de dire mais non, c'est pas possible, les Iraniens sont chiites, le pire ennemi c'est des sunnites, donc ils ne peuvent pas abriter des mecs d'Al-Qaïda ou du Hamas. On sait que ça a eu lieu, c'est pas impossible. Mhm. On a bien compris que aujourd'hui aussi l'immigration massive, vous savez, l'Iran, je crois que c'est le pays au monde où il y a le plus d'immigrés en fait par année. On parle de 3 millions, de plus de 3 millions d'immigrés afghans. Moi déjà, dès les années de début des 2000, en 2005-2006, j'allais en car ou en train en Iran et je voyais en Turquie, en Grèce, sur les routes, mais des centaines d'Afghans qui arrivaient déjà depuis le 2001, le 11 septembre, et puis l'invasion américaine qui s'en est suivie. Donc, c'est pas si on voit des Afghans arriver en Turquie et qu'ensuite les Turcs nous les envoient en Europe, c'est qu'ils passent bien par l'Iran, en fait. Donc, on peut comprendre que, je veux dire, c'est comme la Libye ou l'Algérie ou le Maghreb qui va envoyer, c'est plus économique que d'envoyer des bombes. C'est via l'immigration sauvage, etc. Mais c'est assez tragique, en fait, que chaque fois qu'on se rende compte en fait des conséquences dont nous, enfin, on déplore toujours, c'est toujours le même système, on déplore les conséquences dont nous avons chéri les causes. C'est-à-dire qu'avant de péter la Libye et ensuite de s'engouffrer dans des guerres dans tout le Sahel et de pleurnicher sur l'immigration sauvage, il fallait peut-être pas déconner avec la Libye en fait. Et la même chose avec le Proche-Orient. Donc maintenant, on va faire quoi avec l'Iran? On va aller encore dans ce même narratif. Donc en fait, on est absolument naïf sur toutes ces questions. On voit bien que les frontières, c'est quand même un système pour eux. Je crois que c'est un échec depuis plusieurs décennies. Si tout le monde pleure à chaque fois parce qu'on a un nouveau Thomas, une nouvelle Lola, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du côté des frontières. Je crois qu'on est quand même pas mal trahi de l'intérieur. Les États-Unis, ils sont bien mignons en fait de faire des guerres. Eux, c'est une énorme île de l'autre côté de l'Atlantique. Donc les États-Unis et Israël, je pense qu'ils en ont rien à foutre en fait de l'Europe et des conséquences que ça va avoir de déstabiliser le Moyen-Orient encore et encore. C'est un vrai problème. Je pense que les gens, plutôt que d'être des débiles derrière leur télé à voter pour un oui ou pour un non avec la guerre en Iran, devraient se poser les bonnes questions. Voilà, je pense qu'ils devraient se poser les bonnes questions. Je pense qu'Israël en a rien à foutre, en fait, du sort des Français dans un cataclysme que la défaite de l'Iran pourrait générer demain. En fait, il y a des mots utiles aussi. Il y a des garde-fous. Je ne crois pas que les Chinois considèrent que les Coréens soient leurs potes, mais c'est un garde-fou vis-à-vis de la menace états-unienne. À un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut un statu quo, il faut un équilibre. Je ne crois pas qu'il faille forcément miser sur l'Iran, qu'il faille les regarder avec des cœurs dans les yeux. Il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas être stupide non plus. Voilà. Je termine sur ça. Youssef Indy, sur cette guerre Israël-Iran, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, ou je ne sais plus, c'était peut-être Alexandre qui évoquait l'idée que l'Iran était un petit peu le cœur du problème et un peu le vrai sujet dans la déstabilisation de la Syrie. Quel est l'enjeu pour Israël avec l'Iran? C'est Israël a peur du programme nucléaire, Israël a peur que l'Iran détruise Israël. Est-ce que c'est une guerre de religion? Que cherche Israël en fait? Alors, ce que cherche Israël, on en revient toujours au même plan, au pluriel, c'est le problème que pose l'Iran du point de vue israélien, c'est pas la question du nucléaire. C'est la question du soutien apporté par l'Iran à des forces et à des États, par exemple la Syrie, mais qui est tombée, qui empêchent son expansion territoriale. Il ne faut pas l'oublier, ça. Le projet sioniste, avant même l'établissement de l'État d'Israël, c'est l'établissement de ce qu'on appelle le Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Pour eux, le Sinaï leur appartient, c'est pour ça qu'ils l'ont conquis. Pour eux, le Liban leur appartient au moins jusqu'au fleuve Litanie. C'est pour ça que l'opération menée par Menachem Begin, le Premier ministre israélien en 1978, s'appelait l'opération Litanie, conquérir le Liban jusqu'au Litanie. Smotrich, le ministre des Finances, a déclaré il y a quelques mois, ministre des Finances israélien, a déclaré l'État d'Israël, en gros, s'étendra il a dit, jusqu'à Istanbul, avec un grand sourire. Alors, il a dit aujourd'hui, ça paraît délirant, mais vous verrez demain. Donc, nous avons affaire à un État, Israël, objectivement, je veux dire, là ce n'est pas un avis personnel, les faits, non signataire du traité de non-prolifération nucléaire, et qui a plusieurs, on ne sait pas exactement combien d'ogives nucléaires ils ont, mais ils en ont plusieurs centaines minimum. C'est le seul État au monde qui n'a pas de frontières. Ce sont des frontières extensibles. C'est un État dont le Premier ministre actuel est sous
un mandat, donc il y a un mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est un État qui est visé par la Cour internationale de justice. Il y a eu plusieurs ordonnances indiquant que c'est un État génocidaire, donc plus précisément les termes techniques, violation comment dire, du traité de 1948 de la prévention contre les génocides, et qui a attaqué un État, à savoir l'Iran, parce qu'il le soupçonne d'être à 3 semaines d'une bombe atomique, mais ça fait 30 ans qu'il doit avoir la bombe atomique dans 3 semaines, avec des services de renseignement américains qui nous disent qu'il n'y a pas de programme nucléaire militaire, et qui attaque de façon illégale un État souverain, quoi qu'on pense de l'Iran. L'Iran est un membre de l'ONU, signataire du traité de non-prolifération nucléaire, et qui, selon l'AIEA, ne produit pas d'armes nucléaires. Donc ils sont dans les clous. Ce sont les Américains, avec Donald Trump en 2018, qui ont violé un accord, l'accord sur le nucléaire iranien. Donc en fait, du côté iranien, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de violation du droit international. Israël viole le droit international tous les jours. Tous les jours depuis 1948. Je peux vous donner les résolutions. Résolution 181 de l'année 1948 qui prévoit la création de 2 États, un État juif et un État arabe en Palestine. L'État d'Israël l'en empêche. La résolution 242 qui rend illégale l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza, qui ordonne à Israël de se retirer de ses territoires occupés, violés depuis 1967. Cette résolution 242. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc tout ce discours sur le nucléaire iranien est une tartufferie. Et d'ailleurs, pour citer encore John Mearsheimer, géopolitologue américain, il a dit: si je faisais partie du Conseil de sécurité iranien, ça fait longtemps que l'Iran aurait la bombe atomique. Il dit parce qu'un pays qui est menacé, qui est encerclé par des bases militaires, et qui tous les 2-3 ans est menacé de bombardements, bah, logiquement, cet État-là doit se munir d'une bombe atomique pour sanctuariser son territoire. Ça serait logique, en fait, du point de vue iranien. Mais ce qu'il faut dire aussi sur l'Iran, c'est que bon, il y a une fatwa, donc c'est un avis juridique, un ordre juridique du guide suprême iranien qui interdit la production d'une arme atomique. Et jusque-là, je veux dire, les Iraniens prennent très au sérieux la loi, d'autant plus quand c'est une loi islamique et quand c'est une fatwa. Les Iraniens ne vont pas violer une fatwa du guide suprême. Donc en fait, pour qu'ils produisent une arme atomique, il y a des étapes légales à franchir avant de... Et en fait, d'ailleurs, Alexandre Bouzardi l'a dit tout à l'heure, on se représente les Iraniens comme des fanatiques enturbanés. Mais en réalité, on en parlera très certainement, lui et moi, dans une autre émission chez ODC TV. En réalité, il faut bien comprendre que le clergé iranien, et même les clergés chiites avant, il y a plus d'un millénaire, est la force à l'intérieur de l'islam chiite qui a neutralisé les mouvements apocalypticiens et messianiques. C'est eux qui l'ont neutralisé. Donc en fait, quand on parle du clergé iranien, on parle de gens qui sont des rationalistes. Et ils ne sont pas rationalistes depuis 1 siècle ou 2 siècles. Ils sont rationalistes depuis plus de 1000 ans. Ça fait depuis le Xe siècle qu'on a une force, ce qu'on appelle les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes dans le chiisme, un peu comme dans le sunnisme, qui sont des légalistes, qui sont fondés sur le droit et qui sont des rationalistes. Et dans les mouvements religieux, les forces rationalistes juridiques sont celles qui neutralisent les forces messianiques. Or, du côté israélien, on a le chemin inverse. C'est-à-dire que du côté iranien, on a une force juridique rationaliste qui neutralise les forces messianiques, mais du côté israélien, nous avons des forces messianiques qui sont en guerre contre la Cour suprême israélienne. C'est-à-dire le garde-fou juridique en Israël est combattu par les messianistes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc en fait, si on prend Israël et l'Iran, et là je parle vraiment en spécialiste de la question, si on prend Israël et l'Iran, on a d'un côté des messianiques fanatiques antinomistes, c'est-à-dire des gens qui luttent contre la loi,
Parce que dans la tradition juive, il y a des forces qui neutralisent les apocalypticiens. C'est ceux qu'on appelle les rationalistes et les talmudistes. Eux, ils neutralisaient les messianistes. Mais en fait, les messianistes, au sein du judaïsme, ils ont pris le pouvoir et aujourd'hui en Israël, ils ont pris le pouvoir. C'est pour ça qu'ils luttent contre la Cour suprême. Alors que du côté iranien, on a des fuqaha, c'est-à-dire des mollahs, des ayatollahs, des jurisconsultes, des juristes théologiens, qui ont totalement neutralisé les forces messianiques, qu'on peut appeler mahdisme dans l'islam chiite. Et en fait, c'est quelque chose qui est totalement méconnu des Occidentaux, j'ai envie de dire, et pour cause. Et quand on nous parle de la République des mollahs, le régime des mollahs, mais en fait, il faut comprendre mollah par juriste rationaliste. Donc quand ils nous disent l'État des mollahs, en fait, c'est synonyme de l'État des rationalistes, des juristes rationalistes. Et c'est Mais pour ça qu'ils sont souviens-toi, très scrupuleux et qu'ils respectent le droit international. mais souviens-toi de ce que Philippe de Villiers a dit. Il pratique la taqiyya. Donc, ce sont des Voilà. menteurs. Non, mais alors, oui, bah alors là, je rebondis là-dessus. C'est quand même très grave. Aujourd'hui, Chercher on a dans en les France barbelés. quelqu'un qui s'appelle Philippe de Villiers, qui est censé être un iranologue, qui est en train de nous expliquer ce que c'est que le chiisme et l'Iran. Alors, justement, pour citer quelqu'un que connaît Alexandre Goudarzi, Bernard Ourcade, il racontait qu'il était en 97. Bernard Ourcade, c'est un grand spécialiste de l'Iran, d'accord, qui a vécu en plus en Iran pendant la révolution islamique. Il dit qu'en 97, il était à une conférence en Israël. Et donc, lui, il y était en tant que spécialiste de l'Iran. Et il a vu là-bas un diplomate israélien qui disait: vous verrez, dans 3 ans, l'Iran aura la bombe atomique. Et donc, il a participé 10 ans plus tard, Bernard Ourcade, à une autre conférence où ce diplomate israélien était présent. Il lui a dit: bah alors, elle est où cette bombe atomique là, dont vous nous avez parlé il y a 10 ans? Et l'Israélien lui a répondu: non, mais cette fois, c'est vrai. Cette fois, ils vont l'avoir dans 3 mois. On était en 2007. Donc ça fait 30 ans que les Israéliens nous disent que les Iraniens auront la bombe atomique dans 3 mois. Alors que, je le répète, l'acteur irrationnel dans la région, messianiste, qui veut déclencher, c'est pas moi qui le dis, c'est Ehud Barak, ancien Premier ministre, ancien ministre de la Défense, il a déclaré sur LCI en avril 2024, au micro de Darius Rochebin, d'ailleurs, c'est marrant, euh, et il lui a dit: Netanyahou est sous l'influence de ministres esclavagistes et messianistes qui veulent déclencher une guerre contre l'Iran pour hâter la venue du Mashiach, Hmm. pour hâter la venue du Messie. Alors que du côté iranien, on a des forces en fait religieuses qui ont neutralisé les forces au sein du chiisme qui veulent hâter la venue du Mahdi. Vous voyez? Mais bon. Mais en tout cas, sur les causes de la guerre, moi, je serais assez bref parce que je pense que sur les causes vraiment profondes, théologiques et historiques, tout a été dit. Je commencerai, oui, sur la question nucléaire. Moi, je n'y crois pas trop non plus, en effet, hein. Bon, je reprends une petite blague que j'ai vue sur Internet il y a quelques jours, mais où on voit, on voit un archéologue qui trouve des manuscrits sur les rives de la mer Morte qui datent d'il y a plus de 3000 ans et qui dit: tiens, collègue, tu peux m'aider à déchiffrer qu'est-ce qu'il se disait dans ces manuscrits? Bon, apparemment, la Perse va avoir la bombe atomique dans 3 mois. C'est moi qui te l'ai envoyé, ce truc, là, quand même. mais, euh, mais surtout, voilà, il y a aussi d'autres facteurs qui, je pense, sont assez importants. Bah, déjà, il y a le momentum, hein. Encore une fois, ça fait quand même des années que Netanyahou veut taper l'Iran. Il avait déjà demandé, mis la pression à Trump durant son précédent mandat pour y aller, et Trump n'était pas vraiment certain de la chose. Même là, on voyait qu'il n'était pas non plus certain. Il a un peu envoyé des bombes pour aller clore un peu le show, mais on voyait qu'il n'était pas non plus à fond sur le truc. Tout comme il a eu extrêmement peur quand il avait fait assassiner à Bagdad le leader des gardiens de la Révolution. Donc, bah, des forces étrangères iraniennes. Force Donc, al-Quds. voilà, exactement. Qassem Soleimani. Ouais. Exactement, ouais. Donc, et on voit que les jours suivants, il n'était pas hyper serein sur ce qu'il venait de faire. Et là, sur l'attaque israélienne, bon, et d'ailleurs, on le sait, parce que d'ailleurs, quand Alexandre Goudarzi avait été otage en Irak juste après justement cet assassinat par les forces américaines, quand la France avait demandé l'appui des Américains pour essayer de localiser les otages, les Américains avaient dit: non, 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 pendant quelques mois, on va se retirer un petit peu du jeu là, parce qu'on n'est pas passé très loin de la Troisième Guerre mondiale. Donc, on va éviter de trop titiller les chiites parce que là, ça commence à sentir le roussi.
ce que nous avaient dit les gens du Quai d'Orsay avec qui on était en lien. Donc voilà, sur ce côté-là, c'est certain qu'il y a le momentum israélien que Netanyahou a saisi, hein, parce que la dernière fois, c'est pas passé. Là, bah, c'est allé. Hein. De toute façon, il voyait que personne ne l'arrête et que plus il y va, moins on lui dit rien du tout. Donc, et surtout, il s'est rendu compte avec le Liban, notamment, que en fait, ce qui excite les gens en Occident, c'est Gaza. Mais que dès qu'on s'éloigne de Gaza, en fait, ça crée une nouvelle actualité géopolitique. Et ça fait totalement oublier ce qui se passe à Gaza, les dizaines de milliers de morts et surtout la famine, qui est un qui est un peu un nouvel élément sur l'échiquier. Je ne veux pas dire depuis le début de la guerre à Gaza, les Gazaouis se baffrent, mais là, on est vraiment dans une situation où il n'y a plus rien qui rentre. Alors là, ça recommence petit à petit. D'ailleurs, il y a des manifestations israéliennes qui empêchent les vivres des ONG de rentrer dans la bande de Gaza. Mais là, on était vraiment dans des situations de famine absolue et de scandale, encore pire que les 50 000 morts qu'il y a eu sur l'année et demie de guerre qu'il y a eu juste avant. Donc là, en fait, et en plus de ça, il y avait du coup non seulement les populations qui... François-Xavier, je vous coupe, Bon. on va devoir rendre l'antenne. Ah bon, d'accord. Alors, Voilà, bon, très bien. Du coup, faire oublier la guerre à Gaza, attaquer l'Iran et redonner un peu d'eau au moulin aux États-Unis dans leurs négociations sur le nucléaire iranien. Et enfin, montrer aux puissances sunnites de la région qu'ils sont les seuls à pouvoir garantir la sécurité de la région et pousser tout le monde à renforcer les accords d'Abraham. Voilà. messieurs, je vous remercie beaucoup pour ces échanges très enrichissants. Et chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt dans une prochaine émission. Bonne soirée à tous. Voilà. Ah, bah c'est bon, du coup. Ouais. Non, bah c'est bon, c'est bon. Nickel. Désolé de Ah, mais t'avoir coupé. ça, c'est dingue. C'était quand j'étais à une grosse conférence